Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire consacré à les questions de comment réussir une veille réglementaire digitale. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour explorer ensemble le sujet de l'importance actuelle de la veille réglementaire, les enjeux liés à la conformité réglementaire ainsi que les critères de sélection d'un meilleur outil digital. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi de présenter nos intervenants. Nous aurons avec nous aujourd'hui Madame Saïda Masmoud, consultante en sécurité incendie et en conformité réglementaire HSE et gérante du cabinet ES Prevention depuis presque 10 ans. Bienvenue, Madame Saïda. Merci. Alors, au fil de cette session, nous aurons également avec nous M. Omar Ben Aïcha, directeur général de Certitrust Afrique et Moyen-Orient, docteur en RSE et un professionnel très reconnu dans le secteur de la certification et de l'évaluation de la conformité depuis plus de 20 ans au Maroc. Il est également le président fondateur de l'Association des certificateurs du Maroc, le président de l'Association des ingénieurs de l'énergie et le président du cluster énergie et matériaux et climat au Maroc. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez regarder ce webinaire soit sur Zoom ou via LinkedIn sur notre page CertiTrust et que vous pouvez à tout moment mettre vos questions au niveau de la section questions et réponses. Nous allons consacrer à la fin de ce webinaire une quinzaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à nos experts qui vont nous guider aujourd'hui à travers ce passionnant voyage sur le chemin pour réaliser une meilleure veille réglementaire en choisissant un très bon outil digital. À vous la parole, Madame Saïd. Merci, Madame Esma. Tout d'abord, je remercie Certitrust de leur invitation. Je suis ravie de partager avec vous mon expérience dans le domaine de la conformité réglementaire que je fais depuis maintenant 16 ans dans diverses industries, entreprises et établissements divers. Alors, pour ce faire, la première question qui s'oppose déjà, c'est quoi c'est quoi la veille réglementaire et quelle est l'importance d'une veille réglementaire? Alors, il faut noter que la réglementation, elle permet tout en amont l'intégration de tous les aspects exigences réglementaires dans la vie d'une entreprise. Donc, à savoir, dès la conception d'un bâtiment, par exemple, si on a un projet de construction d'une nouvelle usine ou d'une usine euh, quelconque de fabrication, donc, on a recours à des réglementations. Il y a tout un dossier, par exemple, administratif à préparer pour avoir les autorisations nécessaires, des études d'impact notamment, une étude de danger, une notice de sécurité incendie. L'architecte pour élaborer, pour architecter en fait par un bâtiment quelconque, donc il doit revenir sur les réglementations, relative par exemple, tout ce qui est génie civil, sur les réglementations antisismiques. Donc, on a toujours recours à une réglementation tout au long de la vie d'une entreprise. Alors, dès le choix, par exemple, dans le choix des procédés de travail, lorsque, par exemple, on est en train de préparer un processus de fabrication d'un produit, par exemple, produit chimique ou une machine. Donc là, il y a une réglementation qui régit l'utilisation, la manipulation de certains produits chimiques, l'importation des produits, par exemple, un peu spécifiques, dangereuses. Il y a également tout ce qui est machine récemment. Donc, vous savez, donc, le choix des machines, euh, il est assujetti à une certaine réglementation en termes de sécurité des machines, en termes de certification de quelques machines. Également dans la mise en place des moyens de protection collective. Donc, je cite en exemple tout ce qui est moyens de ventilation, de désenfumage, notamment c'est un point qui est géré par deux expériences, qui est quelquefois il est délaissé, il est oublié. Le désenfumage, très important, un élément lié à la sécurité incendie pour assurer par exemple un bâtiment en cas de feu. Donc, ces systèmes doivent être élaborés tout en amont euh, euh, lors d'un projet de construction d'une industrie ou d'un établissement industriel. Et bien sûr, dans l'exploitation elle-même, alors dans le vif, lorsqu'on on démarre par exemple l'activité, donc on aura besoin des consignes de sécurité, des affichages réglementaires, on aura besoin également de tout ce qui est formation, sensibilisation,
voilà, affichage par exemple, des notices de poste par rapport au type de risque. Vous voyez donc, la réglementation, on a recours à chaque fois à la réglementation. Bien sûr, en parallèle, si on n'a pas de réglementation spécifique marocaine, on a recours à des bonnes pratiques ou des réglementations ailleurs. Eh bien, pour répondre à une deuxième question, pourquoi se conformer à une réglementation HSE? Bah, tout simplement parce qu'il y a plusieurs enjeux. Alors, le premier enjeu, c'est euh, je dirais une finalité absolue, c'est l'augmentation de la productivité des employés et leur sentiment d'apprentissage. Exemple, lorsque en fait, les salariés viennent à une industrie qui est bien sûr, qui respecte la réglementation, surtout en termes de sécurité et hygiène, donc les salariés, ils sont à l'aise. Donc, ils se sentent en sécurité, ils sont plus rentables, ils travaillent en sécurité et bien sûr, ça réduit énormément les risques d'accident et la productivité, elle est au top. Alors, imaginez une personne qui travaille sur un chantier et malheureusement, si l'employeur ne lui permet pas, ne lui donne pas à disposition les EPI, par exemple, nécessaires, le basique des EPI, à chaque fois, il revient avec le risque que voilà, un accident mortel peut apparaître, donc ça va infecter son moral, sa productivité et même sa vigilance par rapport à ses activités et peut engendrer des accidents. Alors, deuxième point important aussi, c'est diminuer possiblement la prime d'assurance. Alors, comme vous le savez, l'assurance, elle est liée directement au taux d'accident et à la conformité réglementaire. Alors, les assurances, lorsqu'ils viennent voilà, pour déterminer un peu le montant de l'assurance ou de la prime d'assurance, bah, il vient essentiellement, premièrement, voir est-ce que les équipements ou l'établissement il respecte certaines exigences réglementaires en matière de contrôle, par exemple le contrôle périodique, les installations à risque, est-ce qu'ils contrôlent les extincteurs, les équipements de moyen lieu de contrôle d'incendie, voilà, est-ce qu'ils ont un planning de formation bien défini avec des sensibilisations et des recyclages sur l'utilisation des extincteurs, bah, certaines dispositions qui peuvent effectivement baisser la prime d'assurance considérablement. Protéger la réputation d'entreprise, voilà, donc c'est une répercussion indirecte parce que si une entreprise respecte la réglementation et elle n'a pas voilà, elle n'a pas des pénalités, par exemple, dues à non-respect de la réglementation, donc il n'y a pas des accidents, bien sûr, qui surviennent suite à un non-respect de la réglementation, donc automatiquement, ça protège sa réputation. Une entreprise, par exemple, est connue par des différents accidents qui se répètent chaque année, donc elle est en état, au fait, elle est mal vue vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des clients également, et vis-à-vis de la protection, en fait, je dirais, la, la civilité, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de l'établissement. Assurer la pérennité. Alors, assurer la pérennité, c'est une finalité en fait de tous ces éléments. Alors, lorsqu'une entreprise respecte toutes les réglementations, les exigences en termes par exemple, du code du travail, en termes de sécurité et d'hygiène, donc elle va assurer sa pérennité dans le temps et, et également sa position sur le marché. Et en dernier lieu, non le moindre bien sûr, éviter les poursuites judiciaires. Alors, comme vous le savez, si par exemple un accident parvient, je vais détailler ça sur deux points. En revenant un peu sur le code du travail, le code du travail, lorsqu'il y a une exigence, il y a un non-respect de certaines obligations en matière de sécurité, par exemple, on peut avoir des pénalités, des sanctions pénales en termes amendes et des amendes à payer qui peuvent aller jusqu'à 20 000 dirhams. Côté civil également, donc protection en fait, côté, je dirais, du code, la partie civile, donc il y a des dommages du salarié. Alors le salarié qui sera, bien sûr, si éventuellement il y a un accident, il sera bien sûr dédommagé par rapport à l'impact, ou on parle de l'impact sur la santé de ce salarié. Mais également, donc mis à part le code du travail, l'employeur, il est soumis également au code pénal. Alors, dans cette vision, ou dans ce cas,
quelquefois, un accident peut survenir en cas de non-respect de l'employeur sur un aspect, sur une obligation qu'en matière de sécurité et d'hygiène. Exemple, en mémoire, là, ça me passe l'accident de Rosamore. Donc, c'est un accident qui a engendré, si ma mémoire est bonne, à peu près 55 morts, brûlés à l'intérieur de l'entreprise. La cause était essentiellement parce que l'employeur, il a fermé à clé les issues de secours, il a mis des grillages sur les fenêtres des issues de secours, et bien sûr, il n'a pas mis en place les moyens de sécurité sur place, de sécurité incendie nécessaires. Donc, ça a engendré ce qu'on appelle des homicides involontaires, et dans ce cas, c'est le code pénal qui entre en jeu, et ça peut aller vers des emprisonnements un an et plus. Et bien sûr, entraîner la fermeture judiciaire, soit temporaire d'une entreprise ou permanente, le cas de Rosamore. Là, en parlant de répercussions sur le non-respect de la réglementation. Alors, avant d'entamer en fait la veille réglementaire proprement dit, on va revenir sur les textes réglementaires. C'est très important de faire la différence entre et de comprendre comment la structure au niveau du Maroc, comment les structurer les textes réglementaires. En fait, on a deux sources de textes, deux sources de réglementation ou de textes réglementaires. On parle de textes législatifs et réglementaires. On parle souvent de législation et réglementation, mais il ne faut pas bien la différence. Alors, lorsqu'on parle de textes législatifs, on parle des textes qui sont issus du pouvoir législatif, c'est le Parlement au niveau du Maroc, c'est notamment les lois. Eh bien, les lois, ils sont émis par le Parlement, donc votés au niveau du Parlement. Alors, les textes réglementaires, eh bien, c'est le pouvoir réglementaire qui vont exécuter cette loi. Alors, notamment les administrations, les ministères et d'autres pouvoirs, c'est le pouvoir exécutif. Et dans les textes réglementaires, on va trouver différents formats d'arrêtés, décrets, arrêtés et circulaires. Alors, pour avoir un peu en hiérarchisation des textes au niveau du Maroc, on va trouver au sommet de la pyramide la Constitution. La Constitution qui va bien sûr déterminer les obligations globales de, du royaume, du pays, par rapport par rapport au fonctionnement en fait, du pays. Mais en termes SST, on va peut-être prendre l'approche, c'est la constitution, par exemple, marocaine. Il précise que toute personne a le droit d'avoir accès à la santé et la sécurité de ses biens et de sa propre personne. En deuxième lieu, les conventions internationales, qui sont quand même parmi je dirais, les sources de toutes les réglementations, ou la plupart des textes réglementaires, ils sont issus d'une convention internationale. Les conventions internationales, ce sont des conventions qui sont signées, puis ratifiées par le pays, le pays, par exemple le Maroc, elle va signer une convention internationale, puis elle la ratifie. Et de ce fait, lorsqu'elle ratifie une convention, elle devient une source réglementaire, c'est-à-dire que le pays a l'obligation de respecter les exigences au niveau de la Convention et les expliciter au niveau national à travers les lois, à travers derrière les décrets par la suite. Et la loi, comme j'ai dit tout à l'heure, la loi donc il vient d'origine, en fait, le Parlement qui a été voté. Par la suite, avant d'être appliquée et doit passer au statut d'Ahir. Alors, d'Ahir, c'est un peu spécifique au Maroc. En fait, c'est la signature, c'est l'assaut de Sa Majesté sur les lois pour qu'elles soient vraiment applicables au niveau du Maroc. Et suite à ça, donc le Dahir d'application, donc il nécessite quelquefois des décrets d'application, des arrêtés d'application qui seront à fur et à mesure, donc sans entrer dans le détail, voilà, à fur et à mesure explicités au niveau des pouvoirs euh, exécutifs, les ministères, au niveau des administrations. Et on a également ce qu'on appelle des circulaires qui peuvent également aider sur l'explication d'une exigence réglementaire, surtout dans l'aspect technique des choses. Par exemple, j'ai en mémoire relative à la sécurité, la circulaire sur le stockage des hydrocarbures. Les conditions de stockage en termes de en termes de sécurité, en termes de distance de sécurité.
Et en bas de la pyramide, on va retrouver la jurisprudence, qui est quand même, je dirais, une base, une référence également au niveau s'il y a au niveau des tribunaux comme base réglementaire pour statuer sur un cas spécifique non explicite au niveau de la réglementation. On a encore d'autres formats réglementaires. Donc, on a le code les codes. Le code, on parle souvent du code du travail, code de la route. En fait, le code, c'est un ensemble de réglementations, de règles, de textes qui vont définir ou vont parler d'une seule thématique. Et le dernier format réglementaire, qui n'est pas vraiment très connu, pas pour tout le monde en tout cas, les normes obligatoires. Donc, on sait tous, il y a plusieurs normes sur le domaine de l'environnement et de la santé et sécurité au travail. Ce sont des normes homologuées qui sont émises par l'entité qui rédige les normes, donc IMANOR, notamment IMANOR. Alors, les normes homologuées, ils ne sont pas obligatoirement utilisées comme référence réglementaire, mais quelquefois, ces normes deviennent obligatoires. Donc, comment une norme homologuée peut être une norme obligatoire? Donc, il y a deux cas. Donc, soit la norme, elle est citée implicitement ou explicitement dans un texte réglementaire. Exemple, la qualité de l'eau potable doit être conforme à la norme relative à l'eau potable. Donc, automatiquement, la norme d'eau potable devient obligatoire parce qu'elle est citée dans un texte réglementaire, un décret, par exemple, ou un arrêté. Deuxième cas, lorsque la norme devient obligatoire, on a vraiment un arrêté qui rend la norme numéro tel comme norme obligatoire. Alors, je cite comme exemple la norme sur l'installation des extincteurs. Donc, la norme 2014, donc, elle est obligatoire depuis 2014. Donc, elle définit un peu les installations, les règles de l'installation des extincteurs. Voilà, donc toute cette réglementation, tous ces textes réglementaires, ils sont publiés au bulletin officiel du royaume. Donc, on appelle les BO, les bulletins officiels. Et maintenant, ça commence un peu le travail de la veille réglementaire parce qu'on sera obligé de suivre continuellement les publications du bulletin officiel. Alors, juste une petite parenthèse, les bulletins officiels ou les textes réglementaires ou les bulletins officiels, ils sont publiés sur deux langues, en arabe et en français. C'est très pertinent parce que il faut vraiment suivre toutes les bulletins officiels, même ceux en arabe, parce qu'ils ne sont pas traduits automatiquement en langue française. Donc, il y a quelques textes, il y a quelques années, on travaille toujours avec des textes qui sont publiés en version arabe. Ils sont, c'est-à-dire, ils sont applicables et on doit évaluer la conformité. Donc, c'est un des points qui sont, on va citer peut-être par la suite sur le choix de l'outil informatique. Alors, l'outil de la veille réglementaire doit prendre en compte effectivement ces bulletins officiels qui sont en bulletin arabe, un peu peut-être difficile à traiter dans la plateforme qui est 100% française, et bien sûr décortiquer les articles en version arabe pour tirer les exigences, sachant qu'on n'a pas bien sûr le droit de faire la traduction textuelle. Alors, l'outil de veille réglementaire. Maintenant qu'on a, donc là, je suis en train de répartir les étapes que le prestataire qui va proposer peut-être la veille réglementaire, comment il va travailler. Alors, il doit bien sûr éditer ou mettre en place un registre réglementaire tenant compte de tous les textes, les anciens textes, depuis 1914 jusqu'à le jour d'aujourd'hui. Donc, il doit avoir vraiment une exhaustivité des textes de base et suivre, bien sûr, l'évolution de tes textes réglementaires. Alors, comment le faire? Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc, soit suivre tout simplement les publications au niveau du site secrétaire général du gouvernement SGG, où il y a tous les bulletins officiels en version arabe française, tous les thématiques. Soit se référer au site du ministère. Quelquefois, donc, ils ne sont pas très exhaustifs. Quelquefois, il y a voilà, donc, ils ne sont pas à jour automatiquement. Mais quand même, on retrouve quelques recueils très importants, très intéressants en termes de réglementation par ministère, par activité de ministère. Deuxième source, on peut, par exemple, souscrire à un abonnement
à un site numérisant le bulletin officiel. C'est surtout pour faciliter un peu la gestion des bulletins officiels, parce que les bulletins officiels, au niveau du SGG, on va trouver une version qui est en PDF, quelquefois image, pas facile à traiter. Bah, sinon, on délègue tout toutes ces tâches à un cabinet de conseil qui va assurer la mise à jour la mise à disposition des registres qui est exhaustif, la veille et la mise à jour de ces textes à travers un contrat de veille réglementaire. Alors, la veille réglementaire intervient aussi au niveau de la mise à jour. Alors, la mise à jour, ce que je dis mise à jour, c'est-à-dire la consolidation des textes. Alors, c'est quoi la consolidation? Lorsqu'un texte il sort, en fait, il est publié dans une date donnée, bah, automatiquement, quelquefois, quelques années par la suite, quelques mois, il est soit modifié, soit complété, soit carrément abrogé, c'est-à-dire abrogé, supprimé et remplacé par un autre texte. Donc, il faut suivre l'évolution de ce texte, ce qu'on appelle la consolidation, et bien sûr mettre à jour les textes de base par rapport à des textes modifiants, complétants, puis être abrogeant et le remplacer avec nouveaux textes. Donc, c'est une vraie gymnastique, un vrai travail que le gestionnaire de la veille réglementaire ou du cabinet, c'est là où rentre un peu l'expertise du cabinet sur ça. En fait, le grand travail de- du prestataire. Et un autre volet également, alors mettre à jour les textes par rapport à tout changement d'activité au sein de l'entreprise. Donc certes, vous allez par exemple dans le jour J, la date J, donc fournir à vos clients ou l'industrie un registre qui est à jour, mais par la suite, donc l'entreprise peut changer l'effectif, par exemple, il peut changer l'effectif des salariés, qui peut engendrer par exemple l'implication de nouveaux textes. Elle peut changer, par exemple, elle peut investir ou acheter une nouvelle machine, un nouveau process, euh, intégrer un nouveau produit chimique ou un nouveau process carrément. Donc, le texte de base ou les textes applicables au début, bah, ils vont changer automatiquement. Donc, très important, euh, c'est ce qu'on appelle la revue annuelle, c'est-à-dire qu'on revoit tout le registre par rapport à tout changement de l'activité. Madame Saïda, je Oui, tiens juste à oui, préciser qu'il vous oui. reste 5 minutes. Comme Ah ça, bon, ok, bah, je vais raccourcir alors. Je me suis merci. un peu remportée sur la première partie. Ok. Alors, comment choisir directement sur les critères de choix d'un bon outil digital? Alors, le choix d'un bon outil digital, c'est important, très important. C'est une décision très importante que les industries ou notamment les responsables HSE ont l'obligation en fait de quelquefois de prendre le choix eux-mêmes. Alors, comment choisir le bon outil. Moi, j'ai explicité ça, les critères, en 8 critères. Alors, le premier critère, c'est identifier bien vos besoins spécifiques. C'est-à-dire, euh, sur la plateforme, donc dans le marché, bah, sur le marché, on va trouver plusieurs outils ou plusieurs plateformes qui vont proposer de la veille réglementaire. Mais il faut choisir ceux qui répondent plus à votre besoin. Par exemple, la surveillance sur le changement. Par exemple, vous voulez une plateforme qui suit un peu les, euh, la- l'évolution de l'activité de l'entreprise. Vous voulez avoir, par exemple, un format un peu spécial sur la gestion des plans d'action, sur les, euh, sur le dispatching, par exemple, des non-conformités par thématique et autres. Deuxième chose, c'est l'analyse de la fonctionnalité. Analyse de la fonctionnalité, c'est rechercher des fonctions qui répondent plus à votre besoin. Par exemple, il y a des entreprises qui ont besoin par exemple, des conformités, de taux de conformité continuellement. Ils ont besoin, par exemple, des alertes un peu spécifiques, des, c'est-à-dire des livrables ou des représentations, par exemple, des représentations de taux de conformité ou une représentation un peu spéciale sur les plans d'action, le suivi de plans d'action. Donc, il faut rechercher le prestataire ou l'outil qui va répondre à cette exigence. La compatibilité avec les normes et réglementations. Très important également parce que euh, tout dépend de l'activité de votre entreprise, du secteur de votre entreprise. Donc, il faut choisir l'outil qui va vous assurer la conformité ou l'exhaustivité
et des textes qui sont propres à votre activité. Je donne l'exemple, si vous êtes par exemple une entreprise de sécurité alimentaire. Donc, il y a quelques outils qui ne permettent pas de, bien sûr, d'assurer, quelquefois, des outils sur le marché qui ne permettent pas, par exemple, d'assurer cette spécification d'un registre spécifique à la sécurité alimentaire. D'autres, peut-être, d'autres secteurs d'industrie, par exemple, je dis n'importe quoi, une industrie, par exemple, de carrière ou de mine, une industrie, par exemple, de stockage de produits hydrocarbures, un peu spécial comme secteur, mais il faut s'assurer que la plateforme peut assurer, par exemple, une veille et un registre qui est solide sur ces thématiques-là qui vont toucher directement l'industrie. Quelquefois même dans l'emplacement de l'industrie. On va le voir la suite. Alors, l'interface utilisateur convivial. Alors, très important également parce que l'utilisateur doit être à l'aise sur l'utilisation de l'outil informatique, convivial, ergonomique également, parce que j'ai fait un peu les, j'ai testé quelques outils. Euh, Quelquefois, c'est pas fluide en fait de naviguer un peu sur les différentes fonctionnalités de l'outil. Par exemple, si on veut faire une recherche thématique et on veut revenir sur la base ou sur la page d'accueil, il faut fermer une fenêtre, revenir sur la page d'accueil. Quelquefois, c'est pas très évident. D'autres outils, non, c'est facile de pivoter d'une étape à l'autre, d'une feuille à l'autre ou d'une fonctionnalité à l'autre très facilement à travers un clic, à travers une icône facile à retrouver. Donc, très important également sur les critères de choix. Deuxième point, l'évolutivité, c'est le fait de choisir un outil qui peut être évolué, c'est-à-dire qui peut évoluer par rapport aux besoins de votre entreprise. Exemple, vous avez par exemple une nouvelle industrie, vous avez un multisite, vous êtes une activité à multisite. Donc, l'outil doit permettre le fait d'avoir des registres par site. Par exemple, vous avez plusieurs intervenants dans la gestion de la veille réglementaire. Donc, vous devez avoir plus d'accès à des personnes sur quelques aspects, par exemple, des plans d'action. C'est vraiment des fonctionnalités très typiques, très spécifiques que quelquefois, un outil en autre peut peut ne pas permettre cette option-là. Et le troisième point, l'intégration avec d'autres systèmes. Alors, exemple. Alors, si vous avez par exemple d'autres systèmes de gestion de système management sur l'étude de conformité, le système management, et vous voulez assurer également la veille réglementaire. Alors, si l'outil vous permet de faire les deux à la fois, donc ça sera génial. Mais sinon, quelquefois, il y a des outils qui sont adaptés aux outils de gestion de management et aux d'autres systèmes utilisés en interne par exemple, dans le service qualité ou dans l'aspect qualité produit. D'autres critères, la réputation. Alors là, on est entré dans la critère de sélection d'un bon outil. Alors, réputation du fournisseur. Alors, très important également, c'est rechercher la réputation du fournisseur de l'outil. Par exemple, je vais chercher les références, ses références, sa présence sur le marché local, international, les thématiques, les types, par exemple, les thématiques qu'il peut assurer, mais également sur l'activité des, des références ou des industries qu'il assure déjà la veille réglementaire pour avoir une idée sur son expertise dans tous les domaines de veille. Vérifier également sa réputation surtout en matière de support technique et au service clientèle, parce qu'il peut assurer quelquefois ce qu'on appelle l'outline juridique, c'est-à-dire s'il y a une question juridique, est-ce qu'il répond à temps, est-ce qu'il est très réactif, est-ce qu'il y a un souci, lorsqu'il y a un souci technique, il répond automatiquement à tous les interventions avec le temps opportun. Deuxième point, l'expertise de l'équipe chargée de la veille réglementaire, également très important. Alors, il faut que dans l'équipe de chargé de veille ou l'équipe du prestataire qui va assurer la veille, avoir une connaissance sur le texte réglementaire marocain.
et avoir quand même une large année d'expérience dans le domaine industriel, également dans le domaine d'audit, surtout sur la phase de décortication, en fait, de décortiquer euh, les textes en articles et en exigences. Là, ça demande une certaine expertise pour déterminer les exigences euh, des articles, c'est de retirer les exigences des articles de texte, des articles de loi. Alors, mes conseils, première chose, c'est la couverture réglementaire. Donc, assurer que l'outil ou le prestataire vous permet de couvrir les thématiques qui sont liées à votre activité et surtout à votre géographie, votre position. J'en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, lorsqu'une industrie il est installé dans une zone industrielle, zone franche, par exemple. Donc, il y a une réglementation assez spéciale dans cette zone. Donc, mis à part la réglementation globale applicable à toutes les industries. La personnalisation des alertes. Alors là, quelquefois, il y a des plateformes qui vous bombardent, je dirais, avec des alertes mensuelles, périodiques, sur des textes qui touchent pas carrément votre activité. Alors, l'important, c'est de spécifier aux besoins, c'est-à-dire ce besoin au client, au prestataire en fait, de l'outil informatique, de l'outil de veille, comme quoi on veut des alertes qui sont personnalisées, faire un travail de plus sur l'activité, sur le processus de l'entreprise pour déterminer vraiment les textes et les articles et retirer les exigences qui sont vraiment pertinents à l'activité de l'entreprise. Et bien sûr, avant d'acheter tout outil de veille, il faut essayer euh, tous les démos mis en place, voilà, mis à la disposition par le prestataire. Parce que quelquefois, donc en manipulant, en faisant l'utilisation, en utilisant l'outil digital, on sent que ça répond pas vraiment à nos besoins, ou c'est pas fluide, ou c'est pas ergonomique, ou on a besoin d'autres spécifications vis-à-vis des exigences, par exemple, du groupe de la société mère, par exemple, ils ont une exigence en termes de format, de présentation de non-conformité ou format de plan d'action que l'outil ne permet pas de prévoir. Et enfin, comme dernier point, bien sûr, non le moindre, c'est surtout la conformité aux normes de sécurité. Alors, l'outil doit permettre une sécurité optimale, maximale, je dirais même maximale, la sécurité de l'information, des données que vous allez automatiquement intégrer dans l'outil. Alors, sachant que voilà, presque tous les outils donc, permet d'intégrer des documents, des preuves de conformité. Donc, du coup, vous serez amené à intégrer des données sensibles de l'entreprise, à savoir par exemple les rapports de contrôle réglementaire ou des rapports d'analyse des eaux usées, les rapports, je sais pas, des émissions atmosphériques. Ce sont des informations quand même très sensibles que vous allez intégrer dans la plateforme, que la plateforme doit assurer la sécurité des données qui sont intégrées dans la plateforme et dans votre espace client. Voilà, je crois que j'ai terminé ma partie. J'espère que je n'ai pas débordé Esma sur les 20 minutes allouées à ma partie. Donc, j'arrête automatiquement le partage et je laisse la parole à Esma. Je vous remercie, Madame Saïda, pour cette intervention enrichissante. Et je cède la parole maintenant à Monsieur Amar Ben Aïcha qui va nous expliquer ou bien qui va nous parler de notre solution de veille réglementaire de CertiTrust. Monsieur Amar, à vous la parole. Merci Asma. Donc, merci à tous les participants qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Asma, Oui, oui, c'est très bien. Oui. très bien. OK. Et on a la présentation en plein écran. Oui, D'accord, mais le son, c'est OK. Yak. oui, très bien. Très bien, très bien. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire, pour échanger d'un sujet nouveau, ancien, dont on parle déjà depuis quelques années. La réglementation HSE au Maroc a beaucoup évolué, euh, d'abord sur la partie santé-sécurité grâce au Code du travail de 2004, mais aussi grâce à tous les textes en matière d'environnement qui ont été adoptés, que ce soit les premiers textes sur l'eau
dans les années 90, ou le boost qui a été donné par le premier gouvernement de l'alternance à tous les textes sur les études d'impact sur l'environnement et à tous les textes sur la protection de l'environnement, donc à partir de l'an 2000, 2001, 2002. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est extrêmement réglementé sur des aspects HSE. Même les textes qui sont encore en projet nous poussent pratiquement à un niveau un peu similaire au niveau européen sur la partie donc obligation et sur la partie texte à appliquer et texte à identifier. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est un peu de partager avec vous cette approche de conformité réglementaire, non pas uniquement de parler d'une solution ou de promouvoir une solution, c'est de promouvoir l'approche et de promouvoir le processus. Aujourd'hui, un HSE manager, ou même aujourd'hui un sustainability manager ou un responsable RSE au développement durable, il est confronté à des challenges pour identifier, pour suivre l'application, pour s'assurer de la conformité de son entreprise et de reporter à la haute direction et au top management la situation de la conformité. Et donc aujourd'hui, c'est un très bon outil pour pouvoir, un très bon processus, on va dire, pour pouvoir être serein, être en confiance, s'assurer qu'on a identifié l'essentiel et surtout les éléments, pas l'essentiel, mais les éléments les plus pertinents pour son activité et pour pouvoir travailler en toute confiance. Donc, très rapidement, deux mots sur CertiTrust, parce que je me rends compte quand même il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tout ce qu'on fait. Sur deux slides très rapidement. Donc, nous sommes une entreprise qui opère sur plusieurs pays, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, avec des partenariats en vue aussi sur l'Asie. On fait pas mal de services sur la partie, j'allais dire, développement durable, RSE, ESG, et tout ce qui est audit inspection. Et nous avons aussi des programmes de certification ISO, soit accréditation, sur des systèmes de management, sur des produits et sur aussi de la certification de compétences. Donc, on opère un peu sur différents marchés et donc on apporte des solutions en fonction du besoin du client pour pouvoir l'assister justement à gérer ces risques, y compris les risques de conformité à la réglementation, mais aussi de conformité en général, à des exigences clients ou à des exigences de d'autres parties prenantes qui vont être très exigeantes. Donc, on travaille avec plusieurs entreprises depuis quelques années que l'entreprise a été lancée à Casablanca en 2019. Donc, une évolution très intéressante. Sur la partie sustainability en général, parce que tout ce qui est solution digitale et tout ce qui est vers réglementaire, ben, il fait partie d'un portefeuille de produits liés au développement durable que nous poussons petit à petit depuis quelques années. Nous sommes très présents sur la partie, bien évidemment, gestion HSE, ESG, décarbonation. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont en train d'arriver pour aider un peu nos clients à faire face à ces enjeux, on va dire, de développement durable. Donc, si j'arrive maintenant à ce processus dont je parlais tout à l'heure, et dans lequel on essaye vraiment d'apporter le maximum de valeur ajoutée à nos clients en s'appuyant sur notre expérience d'abord de plusieurs années en termes d'audit et d'inspection auprès des entreprises, puisque nous-mêmes nous sommes un grand consommateur de réglementation, puisque lorsqu'on fait des inspections et des audits, on le fait aussi par rapport à des exigences réglementaires. Donc, lorsqu'un client nous demande de faire une veille réglementaire, ben, très souvent ce qu'on fait, c'est d'abord de faire ce qu'on appelle un diagnostic d'assujettissement. Alors, c'est quoi un diagnostic d'assujettissement? C'est de s'assurer qu'on a bien identifié le périmètre, on a bien identifié les textes réglementaires qui s'appliquent à l'entreprise et s'assurer que le référentiel il est bien conçu et bien construit. Qu'est-ce que je veux dire par bien construit et bien conçu? Il ne faut pas qu'on loupe une réglementation importante, alors qu'il est opposable au client, il est applicable à l'activité du client, mais il faut également ne pas surexposer le client à des réglementations. C'est-à-dire lorsque sur un texte, même applicable, il n'y a que quelques clauses qui sont applicables au client et qu'il y a plusieurs clauses qui ne sont pas applicables, ben, ce n'est pas la peine de faire appliquer au client toutes ces clauses parce que la conformité, d'abord, est un risque à gérer, donc il ne faut pas donner au risque à un niveau plus que ce qu'il suppose être. Et deuxièmement, le coût de la conformité peut être très élevé et donc l'entreprise ne doit pas se retrouver à engager des dépenses et des ressources sur des aspects de conformité qui ne la concernent pas. Et au-delà de l'outil digital ou même du service qui est rendu au client, cette valeur ajoutée est extrêmement importante. Parce que très souvent, c'est un peu de l'ingénierie réglementaire qu'on fait.
Vous savez que dans tous les textes réglementaires, il y a ce qu'on appelle des clauses d'assujettissement. Lorsque vous ouvrez un texte, par exemple, je ne sais pas, sur le stockage de GPL ou sur les explosifs, ou un texte même sur la santé et sécurité au travail, par exemple, le comité hygiène-sécurité, vous n'êtes pas obligé de l'avoir si vous avez un effectif inférieur à 50 personnes. Donc, il faut faire absolument attention à ces critères d'assujettissement qui font qu'une réglementation s'applique ou ne s'applique pas à une entreprise, ou bien il peut s'appliquer à certains sites et il peut ne pas s'appliquer à d'autres sites au sein de la même entreprise lorsque l'entreprise est multisite. Donc, ce travail de fine-tuning pour bien construire le référentiel est fondamental. Alors, une fois ce référentiel il est créé, alors bien sûr, c'est là où l'outil vient apporter un support et une aide, puisque l'outil nous permet de rapidement intégrer ce référentiel dans une solution, dans une base digitale, et ça permet au client de savoir que toute sa réglementation qui est applicable à lui dans un domaine donné, elle est sur cette base de données. Et donc, il n'a plus de souci à se faire d'aller lire des bulletins officiels ou d'aller lire, chercher sur Internet des textes, etc. Et encore, ce qui est très bien, c'est que le client n'aura accès qu'à la partie de la réglementation qui est applicable réellement à son activité. Donc, même sur un texte donné, peut-être un tiers, peut-être la moitié, peut-être les 2 tiers des clauses de la réglementation vont être applicables, et celles qui ne sont pas applicables, on va dire qu'elles ne sont pas applicables. On ne va pas les enlever, mais on va tout simplement les taguer comme non applicables, et donc du coup, ils ne vont pas sortir dans le processus de traitement, à savoir l'audit de conformité et les actions de mise en conformité. Deuxième élément important, c'est qu'une fois le client il a ça dans la base de données, il va pouvoir déjà, d'ores et déjà, dès qu'on commence à populer et à mettre tous ces textes dans la base, il va se rendre compte, c'est d'abord de l'effort à fournir et de l'intensité réglementaire liée à son activité. C'est extrêmement important, hein. Il y a beaucoup de patrons d'entreprise qui sont très surpris lorsqu'ils voient le nombre d'obligations légales et réglementaires qui sont applicables à leur activité et que des fois, en fait, ils méconnaissent ces obligations réglementaires. Et donc, du coup, ils vont se poser juste après la question, oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, on est conforme, on n'est pas conforme? Ici, on n'est pas conforme, qu'est-ce qu'on fait? Donc, cette partie-là est importante. C'est un transfert, au-delà de donner à des accès à un logiciel, c'est un transfert de la connaissance. C'est un transfert de connaissance sur la réglementation et sur l'applicabilité de la réglementation qui va être faite pour ce client. Alors, une fois le référentiel, bien sûr, il est prêt, on commence alors, ici, soit le client il fait lui-même son évaluation de conformité, soit comme a dit Saïda, il va demander à un consultant de l'aider à faire son évaluation de conformité. Et donc, c'était très simple, hein. Donc, on a un texte qui demande telle et telle exigence, qui demande telle et telle disposition. Est-ce que l'entreprise a prévu ce qu'il faut par rapport à ces dispositions-là? Alors, faites attention, ici aussi, il y a un travail de fine-tuning à faire. Il y a un travail des fois d'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des fois des textes qui restent génériques et qu'il faudrait croiser avec d'autres textes. Et peut-être des fois aussi, il y a des textes qui donnent une marge parce que la réponse, en fait, sur est-ce que ce qu'on fait est conforme ou pas, on va aller la retrouver dans des textes d'application, par exemple dans un décret ou bien dans un arrêté, etc. J'ouvre juste une parenthèse pour vous dire aussi, attention, dans le bulletin officiel, vous n'avez pas toute la réglementation marocaine. Vous avez beaucoup de circulaires, par exemple les circulaires qui sont pris par les ministères ou les circulaires qui sont pris par les communes ou par l'administration, par les mairies, etc., par les conseils des villes et par les communes. Il y a même des arrêtés communaux, etc. Attention, vous n'allez pas les trouver dans le bulletin officiel. Ce que vous trouvez dans le bulletin officiel, c'est ce qui est passé chez le SGG, a été validé par le SGG, relu et publié par le SGG. Et il y a beaucoup de réglementations locales qui sont adoptées localement et qui peuvent être applicables à l'entreprise. Par exemple, une entreprise de transport pour laquelle il y a un arrêté communal où le maire ou la maire de la ville décide que les camions, les poids lourds ne doivent pas circuler entre, par exemple, 21h et voilà, 5h du matin, ou l'inverse. Ils ne peuvent pas circuler durant la journée, ils ne peuvent circuler que plus tard le soir, etc. Donc, si l'entreprise opère dans le transport et il a une flotte similaire à celle qui est concernée par cette réglementation, ce texte est applicable à son activité. Donc, je ferme juste la parenthèse pour dire que cette base-là et l'interprétation des textes qui sont applicables à une activité, c'est un travail minutieux à faire
Vous pouvez vous faire aider par quelqu'un d'extérieur, vous pouvez le faire vous-même en interne, mais c'est un travail à faire qui est très important pour ne pas surcharger l'entreprise ou bien ne pas sous-estimer certains textes. Alors, une fois, bien sûr, on a fait cette évaluation de conformité, ben, l'étape suivante, bien sûr, c'est les plans d'action pour se mettre en conformité. Et bien évidemment, il y a une veille qui est faite aussi en parallèle. Donc, il y a deux cas de figure. Soit la veille elle est faite par le prestataire de veille réglementaire ou la veille elle est faite par l'entreprise elle-même. Et puis, la base est enrichie, il est mise à jour pour les besoins de la gestion quotidienne. Alors, ce processus est simple, mais c'est un processus qu'il faut observer avec beaucoup de rigueur pour s'assurer de son efficacité. Alors, très rapidement, lorsqu'on fait ce qu'on appelle le diagnostic d'assujettissement, nous, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on a certains outils que nous utilisons, hein, par exemple des matrices d'évaluation. Par exemple, par secteur d'activité, par type d'activité, on a des espèces de matrices, par exemple, qui concernent, par exemple, les vérifications réglementaires. Donc, tout ça est compris dans une base de données et les entreprises, ils savent que lorsqu'ils sont dans tel secteur, ben, ils ont telle obligation en termes de vérification de machines, etc. Et que ça doit se faire soit en interne, soit par quelqu'un de l'externe qui est agréé et qu'il y a une partie prenante, donc un ministère qui va être regardant en tout cas, il devra recevoir un reporting par rapport à certaines vérifications. Donc, ça, c'est juste un exemple. Si je prends l'exemple des déchets aussi, si vous prenez la loi 2800, sur tous les différents types de déchets, ben, il y a un certain nombre de vérifications à faire auprès des prestataires qui font le travail pour nous. Il y a un certain nombre de vérifications à faire en termes de traçabilité. Il y a un certain formalisme à avoir au niveau des registres pour garder la trace de tous les déchets, leur nature, leur quantité, qui sont sortis de notre site ou qui sont mis à disposition de d'autres parties, tierces parties ou parties prenantes externes. Et tout cela, selon le cas, doit être soit mis à la disposition de l'autorité lorsqu'il va contrôler, soit il doit faire l'objet d'un reporting, on va dire, périodique, par exemple trimestriel, à l'autorité en charge donc de cette activité. Et ce qu'on fait souvent aussi pour faire un très bon diagnostic d'assujettissement, on s'appuie aussi sur ce triptyque, matière, équipement, installation et bien évidemment les personnes qui sont au cœur du dispositif, puisque toutes les réglementations HSE aujourd'hui sont soit des réglementations qui sont liées à l'utilisation de certaines matières. Donc, si je prends par exemple le décret de 2015 qui est relatif à l'exposition des salariés aux substances chimiques, ben, ce décret, sa raison d'être, c'est qu'il y a des matières qui sont dangereuses pour la santé du travailleur. Mais sa raison d'être, c'est qu'il y a des travailleurs qui sont exposés. Donc, le fait qu'on a des matières qui sont cancérigènes ou mutagènes, etc., ben, automatiquement, ce décret s'applique à nous. Si on n'a pas ces matières dans notre entreprise, on est un bureau d'études, on n'utilise pas de produits chimiques, etc. Même pour le nettoyage, c'est pas un sujet. On utilise des produits, on va dire, naturels ou plutôt des produits banaux, etc. Bah, dans ce cas-là, peut-être que ce décret-là ne s'applique pas à nous. Hein. Si je prends l'autre élément de ce triptyque qui est les équipements, lorsqu'on utilise un certain nombre d'équipements, bah, automatiquement, ces équipements sont soumis à des réglementations. Si vous utilisez une chaudière, il y a des réglementations sur les chaudières. Si vous avez un réservoir de GPL, vous utilisez le GPL. Donc là, on a à la fois la matière qui est le GPL, qui est soumise à une réglementation, mais on a l'équipement aussi, qui est la citerne de GPL, qui est elle-même soumise à un autre texte. D'accord? Et donc, le fait de combiner matière et équipement bah, va donner lieu à une, deux, trois réglementations auxquelles il va falloir se conformer. Si je prends la partie installation, bah, de la même façon, tout à l'heure, Saïda parlait des installations de lutte contre l'incendie. Donc, lorsqu'on a des installations de stockage, bah, on a besoin d'installations incendie qui sont conformes à un certain nombre de standards, ou bien lorsqu'on a des installations qui présentent des risques pour les employés, où on a des installations qui présentent des risques d'explosion, des installations qui présentent des risques ATEX, etc., ben, on va être soumis à des réglementations. Et donc, que ce soit la partie personne, donc là on parle plutôt de la santé et sécurité au travail, que ce soit la sécurité industrielle, parce que la sécurité industrielle, c'est toute la sécurité qui concerne la sécurité des actifs, les équipements, pour assurer la continuité d'activité, pour assurer l'intégrité des actifs, etc. Donc là, on n'a pas le souci, ce n'est pas l'exposition des personnes, mais plus préserver les biens de l'entreprise. Donc là, on est plutôt dans la sécurité industrielle qui de toutes les façons liée à la sécurité des personnes, hein, parce que lorsqu'on a un incendie ou une explosion,
Très souvent, il y a aussi des accidents pour les êtres humains, etc. Mais voilà, après, on peut avoir des textes aussi qui s'appliquent à un autre type de sécurité, qui est la sécurité liée aux événements majeurs qui peuvent se produire. Et donc, c'est cette combinaison, on va dire, de ces éléments qui nous permettent finalement, lorsqu'on va visiter une entreprise, de dire qu'est-ce qui s'applique à cette entreprise. Et aujourd'hui, dans les bases, on connaît la liste des matières qui sont réglementées. Donc, dès qu'on a une matière, tac, on a le texte X, Y, Z qui s'applique. Dès qu'on a un équipement qui est réglementé, on a la réglementation. Dès qu'on a une installation soumise à réglementation, on a une réglementation. Et puis, pour la partie santé-sécurité, chaque fois qu'il y a un risque pour les personnes, ben, il y a nécessairement une réglementation. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi un projet de loi sur la santé-sécurité au travail qui est en phase de finale de préparation. Et normalement, cette loi sur la santé-sécurité qui va venir compléter le Code du travail et tous les textes qui ont été adoptés depuis 2008 va venir aussi apporter plus de clarification et apporter plus d'exigences. Alors, pour ne pas trop tarder, très rapidement, nous, ce qu'on fait, hein, ce qu'on propose, c'est que nous avons un outil aujourd'hui qui est utilisé depuis 15 ans, hein, qui est utilisé par plusieurs entreprises. Cet outil, nous l'avons développé, adapté au Maroc et développé avec un prestataire européen et qui est utilisé par plusieurs marques internationales hein, sur du multi-site et sur du multi-pays. Au Maroc, on a démarré il n'y a pas très longtemps, donc on a déjà une douzaine d'entreprises qui utilisent cet outil, dont des grands groupes connus de la place, multi-sites notamment, et nous avons aussi des PME aussi, notamment dans les zones industrielles à Tanger, Kenitra, qui travaillent avec cet outil. Alors, la solution est très globale puisqu'il y a des aspects liés à la gestion des produits chimiques, la veille légale et réglementaire, donc c'est le premier module légal. Nous avons aussi un module data pour toute la partie RSE, ESG pour faire le reporting RSE et ESG des entreprises. On a une partie déchets pour le suivi et traçabilité des déchets. On a un module pour les grues et pour la gestion des appareils de levage. Et on a aussi des modules pour le suivi des plans d'action et des modules pour tout ce qui est sécurité des machines, sécurité pour faire les permis de travaux, etc., pour gérer tout ce qui est permis. Donc, comme a dit Saïda, la solution doit être intuitive, il doit être très simple, il ne doit pas être très compliqué. Hein. Ceux qui utilisent, par exemple, un autre logiciel très connu, un CRM très connu qui est Salesforce, sont toujours très surpris lorsqu'ils utilisent Salesforce. C'est très simple, hein, du tout compliqué comme outil, mais la force de cet outil, c'est sa facilité d'utilisation et puis sa robustesse. Hein, même si vous avez des centaines d'utilisateurs qui l'utilisent au même moment, c'est robuste et puis ça permet d'assurer un bon suivi. Donc, ça, c'est la démarche dont on en a parlé. Et donc, les fonctionnalités, c'est qu'il faudrait avoir des outils, et je le dis encore une fois, hein, dans la veille réglementaire, l'outil, ce n'est qu'un accessoire, ce n'est qu'un support. La qualité de l'assujettissement, la qualité de l'évaluation de l'applicabilité, la qualité du plan d'action pour se mettre en conformité, du suivi, etc., c'est ça ce qui est important. Même si vous avez un très bon outil et qu'à la fin, vous avez des trous dans la raquette avec des textes qui n'ont pas été identifiés, ou bien vous avez des plans d'action qui ne sont pas bien définis et un suivi de conformité qui n'est pas rigoureux, même si vous avez le meilleur outil au monde, bah, votre risque de non-conformité ne sera pas bien géré. Donc, voilà des exemples de screenshots hein, de la solution. Donc, dans la solution, aujourd'hui, on a un dashboard avec les pourcentages conformité, non-conformité. On a aussi un détail par domaine, hein, par énergie, domaine, etc. Et même au niveau de chaque texte, on a une évaluation pour chaque texte des articles, 2 articles conformes, 1 partiellement conforme, 8 non conformes ici, etc. Et donc, cet outil-là, il nous permet aujourd'hui de gérer un peu, de naviguer un peu dans toutes ces législations. Et il nous permet de gérer aussi, d'abord, d'intégrer les nouvelles réglementations qui sont adoptées, d'informer le client et le client, il va les avoir sur sa page d'accueil sur la solution. Les législations qui ont été mises à jour, avec les mises à jour, ce qui est abrogé, ce qui est amendé dans la législation existante, et bien évidemment, ce qui est pertinent et aussi ce qui n'est pas pertinent. C'est-à-dire ce qui n'est pas applicable au client, on le garde sous le coude. Parce qu'il peut ne pas être applicable cette année, il peut être applicable l'année prochaine. Je n'utilise pas de produits chimiques cette année, donc le décret de 2015 sur l'exposition, il ne s'applique pas à moi. Après 2 ans, je décide d'investir dans une ligne de production, ah ben, du coup, ce texte il devient applicable à moi. Et donc le fait de le garder aussi dans la solution
pour refaire ce qu'on appelle des revues de conformité réglementaire est extrêmement important pour faire attention. Et puis, l'évaluation de la conformité légale et réglementaire est aussi un moyen qui est, voilà, qui est permis par cette solution. Donc, on a après la partie plan d'action, très important. Donc, lorsqu'on décide qu'une personne doit faire telle et telle chose pour se conformer à la réglementation, donc l'action, elle est identifiée avec une deadline. La personne reçoit une notification par mail. Lorsqu'il le fait, on reçoit aussi une notification et on clôture l'action, etc. Donc, en termes de sécurité aussi, c'est un outil qui a reçu plusieurs prix. C'est l'entreprise et le système dans lequel est géré cet outil est certifié ISO 27001. Il suit les guides de l'OWASP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'OWASP, c'est le référentiel de tout ce qui est sécurité des applications web. Et donc, c'est très utilisé, par exemple, dans les pentests pour tester la solidité des solutions. Parce que n'oubliez pas, Saïda l'a dit tout à l'heure, hein, mais la robustesse et la sécurité, la cybersécurité est importante aussi parce que si vous construisez une base et qu'après 2 3 ans, vous vous faites hacker et vous perdez toutes vos données, etc., ben vous allez perdre 2 ans de travail. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi auquel il faut faire attention. Sinon sur peut-être, je termine juste je termine sur quelque chose. Hop, voilà, je termine juste sur quelque chose d'Asma. Donc, je vais juste aller ici. Donc, vous voyez tu vois mon écran, Asma? Oui, je vois la plateforme d'Elexpert. Ouais, voilà. Donc la plateforme, il est comme ça, avec un dashboard, avec les nouvelles réglementations, les réglementations qui sont modifiées, les pourcentages ici de conformité, combien de conformité en global, combien c'est en cours, combien c'est pas conforme, qu'est-ce qui n'a pas encore été traité. Exemple ici, c'est un exemple. On a 665 exigences, on n'a pas encore évalué la conformité d'aucune. Après, on a les exigences par domaine, accident du travail, appareil à pression, appareil à vapeur, appareil de levage, les déchets, l'eau, l'énergie, etc. Et chaque fois, lorsqu'on met de la souris, ben, on a les verts, hein, donc ceux qui sont conformes, les jaunes, ceux qui sont en cours, ceux qui ne sont pas conformes en rouge, etc. Et donc, lorsque je clique, par exemple, sur la liste de ceux qui ne sont pas conformes, ben, je clique sur la liste, ben, automatiquement, donc la plateforme va m'envoyer vers les textes qui ne sont pas conformes. Donc, il n'y a rien, puisqu'on n'a pas encore fait la conformité. Donc, c'est tout y souriant. Hein, l'application nous dit qu'il n'y a rien à faire. Mais voilà, si je prends par exemple la liste qui n'a pas encore été traitée, ben, la même chose, je clique dessus, il va me donner tous les textes que je n'ai pas encore traités. Donc j'ai tous les textes ici, avec y compris des textes des fois qui sont en arabe, hein, comme ici, hein, avec un texte qui est en arabe aussi. Donc la solution, il n'a aucun problème à embarquer des textes en arabe. Et lorsque je vais dans un texte donné, ben, automatiquement, j'ai les articles, article par article, avec voilà, l'applicabilité, avec est-ce que c'est conforme, oui ou pas, etc. Donc j'ai vraiment je peux faire mon suivi, je peux faire, j'ai aussi le lien pour aller chercher le texte de base. Par exemple, si j'ai pas bien compris l'exigence, je peux cliquer pour aller chercher le texte initial, où est-ce qu'il est. Donc, on les a mis en PDF, ils sont dedans. On peut exporter l'état de conformité sous format PDF, etc. Ici, on a ici par exemple, il y a une exigence ici, donc on peut cliquer ici pour savoir j'ai une exigence. Hein. Ici, on a 14 exigences, donc on peut aussi cliquer ici. On a les 14 exigences, on peut les voir, hein, sans aller ouvrir le texte. Maintenant, si on veut voir l'article 8, ben, on clique sur l'article 8. Ben, automatiquement, on retrouve l'article avec l'explication de l'exigence, avec l'état de conformité, etc. Alors, ce qui est bien, c'est que ici, lorsque je mets conforme, ben, automatiquement, ça devient vert. Ça veut dire que cet article est devenu vert. Donc, j'ai un vert et 13 qui restent blancs puisqu'ils ne sont pas évalués. Si ce n'est pas conforme, ben, je crée une tâche. Hein, donc, je peux créer une tâche ici. Donc, je crée une tâche que je vais assigner à une personne, etc. Je peux aussi attacher des évidences, hein. Je peux attacher des photos, je peux attacher ce que je veux. Et après, ce qui est bien, c'est que j'ai aussi la liste de tout l'historique des changements. Donc, vous voyez, Omar Ben Aïcha a répondu yes, il a répondu non, il a attaché, lorsque je vais attacher une pièce, il va attacher une pièce. Je veux faire un commentaire
à regarder en 2024, je vais mettre un commentaire pour mon collègue ou pour quelqu'un qui va venir après une année. Je peux faire un commentaire par rapport à cet article, je l'envoie, ben, il est enregistré ici avec la date et l'heure. Et donc, il y a une excellente traçabilité de tout ce que je fais sur mes textes réglementaires tout ce que je fais ici sur conforme, non conforme, etc. Je le récupère toujours dans mon dashboard. Donc, lorsque je vais revenir à mon dashboard, ben, dans mon dashboard, euh, j'ai toujours les changements. Donc, vous voyez, hein, celui que j'ai mis non conforme, il est sorti ici 1, non conforme, avec 0,2%. Si je veux savoir de l'article qui est non conforme, ben, je clique sur View List. Donc, il va me sortir uniquement la loi, vous voyez, que j'ai checké tout à l'heure, avec 13 exigences qui ne sont pas encore revues et une exigence qui est non conforme. Si je clique dessus, bah, automatiquement, ça va me dire c'est l'article 1. Voilà, il est rouge. Donc, je le mets dans l'article 1 et je reviens là où j'étais tout à l'heure. Donc, vous voyez, ce qui est bien, je n'ouvre pas 10 fenêtres pour faire le travail. Hein, c'est très intuitif. Je vais juste finir par une chose importante, c'est qu'au-delà de la réglementation, ce qui est bien dans cette solution, je peux rajouter mes propres exigences. C'est-à-dire, si j'ai un cahier des charges client ou j'ai des exigences internes qui sont définies par la direction, ben, je peux les rajouter. D'accord? Donc, je les rajoute carrément et ça devient comme un référentiel, hein, comme un texte. Et je peux les rajouter. Voilà, je peux écrire la tâche, etc., qui doit le faire, etc. Je peux mettre l'action, je peux mettre l'équipement, etc. Je peux rajouter mes exigences. J'ai aussi la gestion des tâches. Donc, ici, il n'y a pas beaucoup de tâches. Donc, j'ai aussi les tâches. Hein, donc, qui doit faire quoi pour assurer la mise en conformité. Et pour finir, j'ai les revues. Donc, lorsque je fais une revue annuelle de ma conformité ou trimestrielle ou semestrielle, ben, je peux faire une revue hein, avec des participants, avec un compte rendu, avec les législations, la liste des législations qui ont été revues et avec un petit compte rendu qui va être reçu par toutes les personnes que j'ai taguées comme participantes dans cette revue. Donc voilà plus ou moins à quoi ça ressemble. Et donc voilà, nous, on est à votre disposition pour faire des démos, pour échanger avec vous. Maintenant, encore une fois, l'idée ici, c'est vraiment voilà, de sensibiliser et de dire, voilà, de dire qu'il y a il y a des, il y a des, il y a des, surtout sur le processus, il y a des précautions à prendre. Saïda, on a beaucoup parlé tout à l'heure, et que vous avez le choix après de faire ça tout seul, de le faire avec l'appui d'un expert, hein, ça c'est votre choix. Mais le plus important, c'est que la conformité et la veille réglementaire, ce n'est pas juste d'avoir un fichier Excel avec tous les textes et de dire est-ce que je suis conforme, je ne suis pas conforme. Le vrai travail, c'est le travail d'assujettissement, de s'assurer qu'on a identifié les textes. Et croyez-moi, moi j'étais il n'y a pas très longtemps dans une grande centrale électrique au Maroc qui certifiait 14 001, 45 001, etc. Et on était en train d'auditer un sujet sur l'environnement et il y avait des textes que l'entreprise n'avait même pas identifiés, alors que c'était des textes qui sont critiques, qui sont très importants pour son activité. Alors, encore une fois, c'est pas leur faute, mais ce que je veux dire, c'est ce n'est pas une science exacte, mais c'est plutôt un domaine ou un champ où il faut beaucoup de rigueur. Donc, il faut beaucoup de rigueur et il faut s'assurer que on a bien identifié les textes et la rigueur pour conclure implique aussi que on ne surcharge pas l'entreprise par des lourdes obligations et finalement qui peuvent ne pas être totalement applicables tout de suite parce que l'applicabilité il peut être temporelle. Hein. Et donc, dès qu'on la surcharge avec ça, après, il devient non conforme par rapport à ces éléments qu'on a rajoutés alors qu'on pouvait ne pas les rajouter tout de suite. Et lorsqu'il est non conforme, ben, il court un risque de non-conformité, il court un risque pénal, ses parties prenantes ne sont pas rassurées, etc. Donc, ce design, cette ingénierie réglementaire, il est fondamental. Et voilà, donc nous, on est à vos dispositions. Et vous pouvez aussi nous contacter, même pour des questions, il n'y a aucun problème. Voilà, je cède la parole à Asma s'il y a des questions. Je vous remercie infiniment pour votre participation, pour votre écoute. Merci à vous, Monsieur Amar, pour toutes ces clarifications. Alors, passons maintenant aux questions. Je vais commencer par la question de Monsieur Naufel, qui pose la question effectivement sur l'outil digital. Quels sont les domaines appartenant au service auquel l'outil est applicable? La question est à Monsieur Amar et je pose après des questions à Madame Saïda.
Alors, pour cette question, en fait, cette solution est applicable à tout domaine de conformité. Nous avons la plupart des clients aujourd'hui, on va dire 2 tiers des clients, qui travaillent plutôt sur ils nous sollicitent plutôt sur la partie HSE, et notamment pour les entreprises qui préparent des certifications. Mais il y a aussi de plus en plus de clients qui nous demandent aussi d'intégrer la réglementation sur la protection des données personnelles, d'intégrer la réglementation sur les technologies de l'information, d'intégrer des fois la réglementation sur le social, parce qu'ils veulent gérer avec leurs sous-traitants tout ce qui est conformité sociale. Donc, en fait, le process, il est le même. Quel que soit le domaine, c'est toujours identifier ce qui est applicable, vérifier la conformité, euh, lancer des actions pour se mettre en conformité et faire des revues, et faire de la veille et faire des revues. C'est toujours la même démarche. Merci. La deuxième question est à Madame Saïda. Est-ce que le processus de veille numérique englobe une variété suffisante de sources pour identifier les risques potentiels liés à la non-conformité? Pas bien compris la question. Est-ce que l'outil, vous me répétez avec le... Bien sûr. C'est Monsieur Zakaria, il pose la Oui. suivante question. Je souhaiterais connaître l'étendue de la couverture et de l'intégration des visions risques dans les livrables de consultation et du process de veille digitale. Est-ce que le processus de veille numérique englobe une variété suffisante de sources pour identifier les risques potentiels liés à la non-conformité? Voilà. Alors, l'outil, c'est en fait, c'est une plateforme, mais la base, elle est faite par l'équipe, c'est-à-dire que l'exhaustivité, comme on a dit, l'exhaustivité des textes de base, l'applicabilité et les textes, surtout définissant d'après le diagnostiqueur, comme on a dit, c'est Omar, c'est très important le diagnostic pour déterminer les textes qui sont applicables à l'entreprise et ne pas rater éventuellement des textes qui seront applicables. C'est surtout ça le risque. Alors, l'outil, il permet, c'est juste, en fait, c'est la plateforme de sortie, si je veux dire, de cette réglementation, c'est dispatcher les exigences, les trier par thématique, faciliter la recherche, faciliter l'évaluation de la conformité. C'est-à-dire, et comme ça, donc, certes, l'outil va permettre le risque de zapper peut-être quelques textes, et au moment où le fait en version c'est-à-dire manuelle ou sous forme Excel, donc peut quelquefois engendrer des oublis et oublier quelques textes. Éventuellement avec la plateforme, donc une plateforme digitale, donc ça permet d'avoir l'exhaustivité, d'être travaillé dans un moment et s'arrêter et revenir l'évaluation à chaque fois, travailler sur une thématique et on a toujours les, euh, l'historique de nos étapes ou de notre modification sur une exigence à travers la plateforme, notamment les plans d'action, les suivis des plans d'action et l'état de conformité, très important. Je ne sais pas D'accord. si j'ai répondu à ces questions. Oui, merci beaucoup, Madame Saïda. Alors, passons à une autre question, une dernière. Puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter via l'adresse mail mentionnée au niveau de la présentation, l'adresse mail africa@certi-trust.com. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions et si vous voulez avoir la présentation, vous allez avoir le replay de ce Trust Talks au niveau de notre chaîne YouTube CertiTrust à partir de demain. Euh, Asma, juste une question que j'ai vue de si Zakaria Belhaoui. Je vais quand même y répondre et parce qu'elle est extrêmement pertinente la question. C'est l'étendue de la couverture et de l'intégration de l'approche risque. Oui, Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, on a dit tout à l'heure que l'objectif, c'est de gérer le risque de non-conformité, mais aussi, des fois, de point de vue des risques managers et des directions d'audit interne, des directions conformité, très souvent, nos clients aussi souhaitent pas uniquement de dire est-ce que le risque de non-conformité est maîtrisé ou pas, ils veulent aussi une évaluation de l'impact. C'est-à-dire si cette réglementation, on a oublié de l'appliquer, ou bien on l'applique partiellement, qu'est-ce qu'on risque? Est-ce que pour certaines exigences, clairement, il y a il y a une sanction hein, dans les textes, hein, une sanction pénale. Il y a bien sûr toute la partie civile lorsqu'il y a des dommages, mais des fois, on peut avoir des impacts, par exemple, sur l'image, sur la réputation. On peut avoir des impacts sur les opérations. On peut avoir des impacts des fois sur la disponibilité des produits. On peut avoir des impacts sur la continuité d'activité. Donc, des fois, ils veulent aussi avoir cette analyse. Alors, on a un client aujourd'hui
avec qui on sont en train de démarrer, qui est dans la grande distribution avec plusieurs sites, qui lui s'inscrit dans cette approche. Il veut absolument savoir l'état de conformité et pour tous les sujets pour lesquels il n'est pas conforme, quel est le risque? Et pour les sujets pour lesquels il est conforme, où il met des ressources aujourd'hui pour se conformer, donc c'est très bien, mais aujourd'hui aussi, il veut avoir quel est l'impact en termes de maîtrise des risques. Donc ça, effectivement, cette approche risque, lorsqu'il est demandé par les clients, on la rajoute, on la doc. Alors, il n'est pas intégré aujourd'hui dans la solution digitale, pas encore, mais on l'a fait de façon ad hoc sur un livrable à part, parce que c'est très souvent du sur-mesure. Je suis juste en train de voir, est-ce qu'il n'y a, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'autres questions? Il y Alors, a les Alors, prix, oui. Ouais, pour les prix, on reviendra vers Saad Haq Khalq Toumi. Si tu as son adresse, tu peux lui envoyer un retour par rapport à ça, par rapport au prix. bien sûr, bien sûr. d'accord. J'ai une petite question, si tu permets, c'est Omar Oui. Allah, par rapport à la plateforme. Est-ce que l'outil permet également ce qu'on appelle l'outline juridique? C'est-à-dire, s'il y a un client qui a une question juridique, comment est-ce que dans la plateforme, il y a un volet sur ça pour répondre à une question juridique? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a un helpdesk. Il y a un helpdesk dans la plateforme qui avec deux volets. Il y a un helpdesk IT, hein, donc ça c'est plus l'utilisation de la plateforme lorsqu'il y a des soucis, etc. Parce qu'il y a des clients avec beaucoup d'utilisateurs et avec beaucoup de sites. Et on a aussi une helpdesk sur la partie réglementaire. C'est-à-dire que le client, on lui a fait le transfert, on a fait la présentation, on a formé son équipe, ils ont commencé à travailler avec l'outil, ils commencent à lire les textes et puis ils sont un peu confus. Ils arrivent devant une obligation, ils ne comprennent pas exactement ce que le texte veut dire. Donc très souvent, ils nous envoient dans la hotline, dans le helpdesk légal, ils nous envoient un mail, hein, une demande d'explication, et on leur répond. Donc on essaie de leur expliquer pour qu'ils comprennent, pour qu'ils soient à même de vérifier la conformité et continuer le travail. Donc effectivement, je confirme, c'est quelque chose qui peut se faire. Parfait. Si. Je tiens à Merci à toi. remercier l'ensemble des participants à ce webinaire. Merci aux intervenants, merci Madame Saïda, merci Sir Omar. Merci à Euh, vous. merci. Merci à vous. Alors, en espérant de vous retrouver, tous les participants, lors de nos prochains Trust Talk, Inch'Allah. Alors, il y a un live le 27 Oui, sur la décarbonation sur LinkedIn. Donc, ceux qui sont intéressés, ils peuvent suivre sur LinkedIn notre live sur la décarbonation. C'est voilà, un petit live de à peu près 45 minutes pour parler du mécanisme d'ajustement européen et les implications pour les entreprises. on Soyez les va bienvenus. envoyer en fait le lien de participation à l'ensemble Ok, de la base de données de ce webinaire. Comme ça, très ils bien. auront le lien direct. Merci Ok, beaucoup. Bonne fin de merci. journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.